Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bon, peut-être que vous connaissez déjà le manga auquel je vais vous parler, Gestalt, peut-être que vous avez déjà un a priori dessus, c'est un manga qui euh, a animé quelques conversations, disons, pour rester soft sur internet, sur les forums, etc., etc. Nous aurons l'occasion d'en parler dans la prochaine vidéo, de la réputation actuelle de ce manga. Gestalt est un manga... Alors, Gestalt ou Gestalt, je pense que c'est plutôt Gestalt, est un manga seinen. La production est terminée au Japon, il y a 3 tomes. En France, les 3 tomes sont disponibles aux éditions Kiun. Il s'agit de la première œuvre publiée en volume relié de Yoto Ringo. Bon, on va pas y aller par 4 chemins, je vais pas vous faire une introduction de mise en contexte, ni vous parler de comment ce manga a été marketé au Japon. J'en sais rien. Pour être honnête, je n'ai pas cherché parce que je m'en fiche un peu. Quoi? Parce que je considère ce manga comme étant mauvais. Alors je n'ai pas du tout sélectionné ce 8e manga en me disant je leur ai parlé de 7 mangas qui avaient des notes bonnes, voire très bonnes. Cette fois-ci, on va se faire un kiff et on va le défoncer. Vraiment, pas du tout. J'ai d'ailleurs trouvé l'exercice de rédaction de ce script moralement pénible. Quand j'ai fini, j'étais triste. Juste triste. Il a fallu que je lise un très bon manga de comédie pour me faire changer d'état d'esprit. Donc voilà, Gestalt n'est pas un bon manga. Je ne vais pas répéter systématiquement je pense que, je considère que, c'est mon opinion. Je vous l'ai déjà dit, ces présentations de manga sont subjectives. Gestalt est un récit de science-fiction où 2 lycéens japonais, aux personnalités opposées, vont se retrouver aspirés dans un cube noir gigantesque flottant dans dans le ciel. Dans le cube, ils vont apprendre qu'ils ont été sélectionnés par le dit cube, qui serait en fait une espèce d'arche de Noé futuriste. Et ils vont devoir participer activement à la destruction de l'espèce humaine afin de pouvoir redémarrer l'humanité dans une nouvelle étape évolutive. Ce concept d'histoire n'est pas novateur, il y a déjà de nombreuses œuvres qui l'ont développé, parfois des œuvres très populaires de renommée internationale. Je pense immédiatement au film Le jour où la Terre s'arrêta de 1951 et à son remake de 2008, et même, je me souviens, en 2008, du sentiment que j'avais eu au cinéma devant le film. Je m'étais dit, dis donc, depuis 2-3 ans, on en a beaucoup des films sur ce concept-là de apocalypse, l'humanité est jugée indigne, on va tout redémarrer, etc., etc. Je me souviens plus des autres films qui étaient sortis à l'époque entre 2006, 2007 et 2008, mais pour moi, c'était pas la première fois. Enfin, il y en avait eu plusieurs coup sur coup des films au cinéma qui traitaient du même sujet. Alors, ce n'est pas un problème de reprendre une idée pour en faire une nouvelle adaptation, ou de s'en inspirer pour faire quelque chose de nouveau. Parce que sinon, on aurait les récits écrits il y a 2000, 3000 ans, et puis tout le reste n'aurait été considéré que comme étant des plagiats. J'exagère le trait, mais vous m'avez compris. Le truc, si on reprend un récit qui a été de nombreuses fois adapté, et avec plein de visions d'auteurs, de réalisateurs, de scénaristes différents, eh bien, forcément sont apparus des clichés propres à ce récit original. Donc, 1. Il faut réussir à les utiliser de la manière la moins grossière possible. 2. Il faut avoir quelque chose de nouveau à apporter au récit déjà existant. Et 3. Il faut le faire assez bien pour que cette nouvelle œuvre se démarque de toutes celles existantes. Bon. Sur la question d'avoir quelque chose de nouveau à apporter, ma position personnelle est que, a priori, il est possible de raconter des centaines et des centaines de fois la même histoire de manière différente. Et en vrai, je pense que l'idée originale de l'auteur de Gestalt, Yoto Ringo, eh bien son idée de départ elle est plutôt bonne. Oui, elle a déjà été faite ailleurs et même dans des mangas très connus, mais ce n'est pas grave. Non, ce qui ne va pas, c'est la gestion des points 1 et 3, l'utilisation des poncifs de ce type de récit et la qualité graphique et l'écriture du scénario, c'est une catastrophe. Gestalt souffre d'un manque de conception. Attention, je ne sais pas fondamentalement comment son auteur Yoto Ringo a travaillé. Mais les défauts que je trouve dans le fonctionnement de ce récit sont, de mon point de vue, des problèmes qui sont créés par un manque de travail préparatoire. Et l'histoire que veut nous présenter Yoto Ringo est une histoire qui demande beaucoup de travail préparatoire.
Dans la suite de la présentation, je vais vous pointer du doigt les fois où cette absence de conception pose problème de mon point de vue. Dans la conclusion de cette présentation, je vais vous lire ce que l'auteur Yoto-Ringo écrit de son travail sur Gestalt à la fin de ses livres, et je vais me permettre de commenter ses propos. Concrètement, dans Gestalt, on a donc nos deux lycéens. Shindo Soso, il a 17 ans, on l'appellera juste Soso pour la suite de la présentation, il est systématiquement identifié via son prénom dans l'histoire. Et Shirokawa Hanami, elle a 17 ans, on l'appellera juste Hanami pour la suite de la présentation, elle est elle aussi systématiquement identifiée via son prénom dans l'histoire. Immédiatement, en lisant le premier tome, un des éléments de mise en place pose question. Hanami et Soso sont envoyés tous les deux à l'Arche. A priori, d'un point de vue moral, c'est Hanami qui correspond aux critères de l'Arche. C'est elle qui a des principes moraux identifiés comme étant des valeurs a priori positives. Pour elle, ces principes ont du sens, parce que ça lui donne le courage d'agir face à des situations qu'elle estime injustes. Dans l'introduction de ce récit, c'est Hanami qui est identifié comme étant le personnage qui souhaite changer le monde. Soso est défini comme étant un petit con. Bon, vous allez me dire, petit con, c'est subjectif, ce n'est pas un qualificatif fiable. Bon, c'est un adolescent qui est présenté comme étant particulièrement cynique. Comme tous les adolescents, il croit avoir tout compris au fonctionnement du monde, aux différentes sociétés humaines, etc. etc. Juste parce qu'il a pompé une théorie à deux balles qui correspond à sa manière de penser d'adolescent rebelle. Donc il a trouvé un discours qui valide son cynisme, et c'est un petit con parce que, au-delà de dire de la merde, il s'autorise à être vicieux, et il prend plaisir à propager du drame et de la douleur sur les réseaux sociaux. Soso ne veut pas changer le monde. Pour lui, le monde, c'est de la merde, et ça l'amuse beaucoup. Ce qui questionne, c'est le mécanisme d'appel de l'arche. S'il suffisait de lever la main vers le ciel, à l'instant précis où l'arche l'a demandé, il devrait y avoir beaucoup plus de gens dans l'arche qu'un seul individu, par pays. C'est donc qu'il y a, d'une manière ou d'une autre, un système de sélection. Mais du coup, pourquoi ne pas avoir sélectionné un autre japonais que Soso et ou Hanami, un qui correspondrait davantage aux critères de l'arche? Parce que Soso ne voulait pas lever la main, c'est Hanami qui lui a attrapé le bras pour le lever. Vous allez me dire qu'on n'est peut-être pas supposé se poser ces questions en lisant le tome 1 de Gestalt. Et vous auriez raison. Je pense que l'auteur Yoto-Ringo ne souhaite pas que le lecteur se pose cette question en lisant le premier tome. Sauf qu'on se pose plein de questions sur le fonctionnement de l'Arche. Forcément, c'est le support de l'événement scénaristique majeur de notre scénario. Et notamment, l'une des premières questions qu'on se pose, c'est comment ça se fait que Hanami et Soso aient été absorbés tous les deux dans l'Arche, alors que pour tous les autres individus présents, on va rapidement comprendre qu'il n'y a qu'un seul individu par pays. Enfin, pas tout à fait, puisque l'Arche a absorbé 101 personnes. Pourquoi spécifiquement 101 ? Il y a beaucoup plus de pays et encore plus d'ethnies humaines différentes. Mais en vrai, à part avoir une vague référence code binaire 101 ne correspond à rien d'important d'un point de vue du genre humain. La réponse de cette question sera apportée au milieu du troisième livre. On en parlera donc plus tard. Mais c'est pas parce que l'auteur a prévu de répondre à cette question que ça en fait forcément une bonne réponse. On le verra donc plus tard. Mais du coup, on se pose des questions, sachant que la structure de l'arche elle-même ne dit pas que la situation d'avoir absorbé 2 japonais est anormale. Soso tenait un chat dans ses bras quand Hanami lui a pris la main pour la lever vers le ciel. Le chat a aussi été absorbé. Donc oui, comme la présence de chaque individu est une question qu'ils se posent eux-mêmes, les personnages, assez légitimement dans l'histoire, nous en tant que lecteurs, on se pose ces questions avec eux. Mais notre cerveau réfléchit plus vite, donc on se pose beaucoup d'autres questions. Le problème, c'est que je n'ai pas l'impression que l'auteur se soit posé ces questions en préparant son récit, parce qu'il n'y a aucun élément dans ce premier livre qui semble anticiper ce qui pourrait apparaître comme étant déjà des incohérences. Il y a une sous-intrigue qui est assez malvenue. C'est le faux triangle amoureux qui tourne autour de Hanami. Avec le protagoniste principal, Soso, et avec le protagoniste américain, Johnson, qui en fait peut juste être appelé le protagoniste américain. Hanami est une lycéenne assez jolie. Plusieurs fois durant l'histoire, alors qu'ils sont en plein milieu d'une scène particulièrement dramatique, Yoto-Ringo va attarder son dessin sur le fait que Soso apprécie mater le corps de Hanami et être en contact avec. Sauf que, en vrai, en tant que lecteur,
Je n'y crois pas. Je vous montre des extraits du tome 1. Soso vient de tuer plusieurs humains par accident. Ce n'est pas un tueur, Soso, c'est juste un adolescent japonais. Et l'auteur veut nous faire croire que là, moins d'1 minute plus tard, il n'est pas en état de choc, mais qu'au contraire, son cerveau est assez calme pour réaliser qu'il a la tête contre la poitrine de Hanami et que « Allez, vas-y gros, c'est le bon moment de kiffer là !» Mais qu'est-ce que c'est que cette écriture de niveau lycéen sans consistance ? Souvenez-vous, je vous ai déjà parlé du devoir de conseil de l'éditeur. Je conçois parfaitement que Yoto Ringo ait spontanément dessiné ses planches. Gestalt est sa première œuvre publiée, ok, le gars est complètement junior. Eh bien, c'est le travail de son éditeur de lui dire que cette scène était incohérente, immature et même débile. Le problème, c'est que cette incohérence va revenir plusieurs fois dans la suite du récit. Tome 2, ils sont en Inde. L'un des membres du groupe vient de causer énormément de dégâts au travers de la ville, sans doute des milliers de morts, et il est lui-même mort dans des conditions abominables. Les personnages sont en train de s'engueuler pour savoir ce qu'il faut faire. On est à peine 30 secondes après la scène que je vous ai décrite. Ils ont les pieds qui pataugent dans le sang de leurs potes. Et la conversation dérive sur le fait que Hanami et Soso forment un beau couple, et sur la jalousie de l'Américain qui veut se taper une mineure. Alors vous allez me dire, au Japon, on peut se marier à 17 ans, et comme on l'a vu durant la présentation de Eden Zero, la sexualisation des adolescentes et la question de leur maturité sexuelle n'est pas une problématique inhérente à une œuvre spécifique, mais bien un sujet qui est présent dans l'ensemble de la création des mangas au Japon et exploité par l'ensemble des maisons d'édition. Donc je ne fais pas le procès d'un pays, à nouveau, mais en tant que lecteur d'une autre culture, je le pointe du doigt, et notamment lorsque cela me dérange et ou me met mal à l'aise durant la lecture d'un manga. En l'occurrence, l'âge ici de l'américain n'est pas défini, et son chara-design ne permet pas de définir s'il a 18, 20, 25 ou même 30 ans. Alors peut-être parce que je suis un adulte de plus de 35 ans, mais quand je vois l'attitude de l'américain, j'ai vraiment l'impression de voir un adulte, et qui du coup fait des avances bien lourdes à une jeune fille mineure qui a facile 8 ou 10 ans de moins que lui. Et pour finir sur ce sujet, à nouveau, je n'y crois pas. Je n'arrive pas à croire que ces personnes, avec les événements qu'ils sont en train de vivre, que dès qu'ils ont une seconde de répit, ils se mettent à réfléchir avec leur bite et leur vulve. Ces dialogues m'ont l'air complètement artificiels. La page suivante, l'italienne raconte des trucs débiles sur son mec. Encore une fois, ils ont les pieds qui pataugent dans le sang de leur pote qui vient d'exploser au-dessus de leur tête. Alors là, vous pourriez me dire que c'était exactement l'ambiance du manga Gantz et que Gestalt est juste une mauvaise copie de Gantz. Bon, en premier lieu, je ne suis pas vraiment d'accord avec cette théorie. Même presque pas du tout. De plus, je pense que ce n'était pas spécialement bien fait dans Gantz non plus. Mais je vais reporter la parenthèse sur Gantz et comment cette œuvre a pu influencer Gestalt pour la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, donc l'interquatuor, je vais réaborder plusieurs éléments que j'ai dit sur les présentations de Dahlia, Eden Zero, Flying Witch et Gestalt. Non pas que je pense que mes présentations aient été insuffisantes, mais je voudrais commenter certains points précis. Et en ce qui concerne Gestalt, oui, je pense qu'il est intéressant que l'on évoque le manga Gantz. Et je veux que cette parenthèse ne soit pas dans la présentation de Gestalt. Je vous expliquerai aussi pourquoi dans la vidéo d'Interquatuor en question. Est-ce que je vous ai assez expliqué que pour moi la construction du récit était bancale, pour ne pas dire insuffisante? Parlons du dessin de Gestalt. Le dessin est plutôt bon sur les personnages, même si l'auteur, Yoto Ringo, a tendance à abuser des poses stylées, des poses où les mecs ont l'air cool, ou bizarres, ou inquiétants. Bon. On va parler de l'éléphant au milieu de la pièce. Il y a un gros défaut décisionnel dans la construction graphique du manga. C'est l'usage de photos pour définir les décors et les environnements des villes. Pas que, mais des villes. Je ne sais pas quelle est la justification. J'imagine que c'est pour inscrire les personnages dans le réel, dans notre réalité. Bon, je vais dire quelque chose de très péremptoire. Dans 100% des cas, l'utilisation d'une photo mise en noir et blanc et placée sous le dessin pour faire le fond et l'environnement des personnages, c'est une très mauvaise idée. Il ne faut pas faire ça. Ça fout tout en l'air. Ça fout en l'air la totalité du dessin. Le décalage entre le calque hyper réel de la photo et le dessin est complètement visible.
De plus, ça donne un sentiment de travail feignant. Et pour le coup, c'est ce qui est fait dans Gestalt, et le résultat est catastrophique. Et je vais ajouter autre chose d'un peu péremptoire. Dans 90% des cas, l'utilisation de photos que l'on va décalquer puis redéfinir au crayon ou au stylet via l'outil numérique, ça reste une mauvaise idée. Ça passe quand c'est pour de l'arrière-plan, dépendamment des cas. Ça peut être mieux qu'un fond blanc. Mais il ne faut pas que ce soit systématique. La mauvaise idée, c'est quand c'est utilisé pour un élément du dessin qui sera en premier plan. La seule exception pour moi, c'est lorsqu'il s'agit de la présentation d'un plat. Je pense que j'ai été influencé par le manga Food Wars, où je trouve que c'est assez bien fait. Mais attention, c'est une exception qui ne me dérange pas, uniquement si le dessinateur a redessiné sur le décalque de la photo. Lorsque c'est de la photo de nourriture en noir et blanc avec un effet flouté, c'est de la merde. Je comprends tout à fait l'usage de calque et de décalque de photos dans la réalisation du manga, mais il faut que ce soit entièrement invisibilisé par le style graphique du dessinateur. Et non, je ne pense pas qu'il soit valable pour un dessinateur de justifier son travail et son dessin en disant que l'usage visible de photos est un élément signature de son style graphique. Bah sinon mec, tu fais du roman photo, pas du manga. Pour moi, on est dans la catégorie très spécifique de l'art contemporain où l'artiste va faire une performance devant un public comme piétiner des mottes de beurre ou prendre une toile blanche et écrire dessus « Ceci est de l'art » et qui va nous sortir un putain de texte niveau cours de lycéen en philosophie accroché à côté. L'artiste cherche à questionner le rapport de l'objet au concept d'œuvre d'art, en opposition au classicisme. Est-ce que l'art est l'œuvre de l'artiste ou le regard du spectateur qui donne son qualificatif à l'œuvre ? Mec, on s'en bat les couilles que ce soit de l'art. Lui donner le titre d'œuvre d'art ne le rend pas intouchable à la critique négative. Si le résultat donne un mauvais dessin, on te dit que le dessin est mauvais, même si c'est subjectif. Je veux dire bien sûr qu'il y a une certaine quantité de personnes, sans doute minoritaires, qui apprécient les films de Uwe Boll au premier degré. Mais de mon point de vue, si un dessinateur me dit que l'usage de la photo en noir et blanc, tel qu'utilisé dans Gestalt, est sa signature de dessinateur, et que du coup je dois respecter son travail et sa marque d'auteur, moi je vais pas chercher à négocier ou à argumenter. Pour moi le résultat est laid, et renvoie à un effet de travail bâclé et de mauvaise qualité. Je vais juste poser le bouquin sur le côté et ne plus jamais y toucher. Et si toi, en tant que dessinateur ou auteur, tu produis de nouveaux travaux à l'avenir, je vais sans doute pas m'y intéresser. Et je vais pas dépenser mon argent dessus. Mais attention, je ne sais pas comment l'auteur de Gestalt, Yoto Ringo, qualifie son travail en général et spécifiquement sur ce manga. C'est pourquoi j'ai effectivement fait une projection sur un auteur hypothétique, et non pas sur Yoto Ringo nommément, là dans ce que j'ai dit précédemment. Mais concernant son travail de dessinateur sur Gestalt, j'ajouterai encore une dernière petite critique négative. Les scènes qui se déroulent à l'intérieur de la pseudo-arche de Noé. Il a aussi fait usage de photos pour définir les environnements d'arrière-plan. Cela aurait pu être l'occasion de nous présenter des dessins un peu intéressants, d'exprimer un peu de créativité graphique. Malheureusement, il n'en est rien. La vaste majorité des éléments de décor sont aussi grossièrement réalisés à l'aide de formes et de compositions directement prises dans la palette de l'outil numérique. C'est très visible. Ce ne sont pas des dessins que l'on a envie de regarder en appréciant le coup de crayon du dessinateur. Il n'y a pas de coup de crayon. Du coup, je regarde ces dessins avec dépit. Je n'ai pas l'impression que le dessinateur me transmette ses velléités artistiques dans le dessin de Gestalt. Lorsque je vous ai parlé de Flying Witch, je vous ai dit que pour moi le dessin de son autrice, Ichizuka Chihiro, était un dessin qui était d'abord au service du récit. Mais j'ai insisté sur son dessin, et comment il avait positivement influencé mon appréciation finale du manga. Dans Gestalt, c'est tout l'inverse. Pour moi ce dessin n'est même pas au service du récit, il est juste fonctionnel. Et je n'ai même pas envie de dire que c'est dommage. Comme j'ai pu le dire dans la présentation de Hat Eli, le premier manga que je vous ai présenté, en vous disant que son autrice, Fujimomo, avait pu nous montrer sur certaines planches de quoi elle était capable en tant que dessinatrice. Parce que après avoir lu les 3 tomes de Gestalt, ce n'est absolument pas l'impression que je garde des dessins de Yoto Ringo. Oui, quand il prend la peine de dessiner des personnages, ils sont bien dessinés, mais c'est tout. Mais savoir dessiner un humain bien proportionné, c'est la base.
Alors oui, dans beaucoup de mangas, c'est déjà le bordel à ce niveau-là. C'est pour ça que je le salue en général quand c'est bien fait. Mais par contre, ce n'est pas suffisant pour me faire apprécier le style d'un dessinateur. Surtout que finalement, dans les très rares dessins de Yotoringo, où il pourrait montrer quelque chose d'un peu différent, voire même de novateur, c'est que du déjà vu. L'américain en armure robotique, les anges avec les coupes de cheveux qui font écho aux perruques du XVIIe siècle en Europe. Bon, le design de l'armure, il est lambda. Les anges, c'est pareil. Oui, bien sûr que c'est normal de reprendre des trucs et de s'inspirer de ce qui a été fait ailleurs pour construire une histoire et ses dessins. Parce que sinon, on aurait quoi 100, peut-être 200 histoires différentes dans toute l'humanité. Puis tout le reste, on serait hyper strict, considérant que tout est forcément du plagiat. Donc ok, il n'y a pas de problème fondamentalement. C'est juste que c'est grossier. La seule justification, c'est la communication personnelle de l'auteur au lecteur qui part du postulat de dire que les anges regardent les humains de haut, comme les nobles regardaient le bas peuple de haut. Bon, déjà, merci la vision cliché de l'histoire européenne, et ensuite, après avoir lu Gestalt, j'en ai tellement rien à fiche des personnages principaux que je trouve tout incohérent et artificiel. Si ils se font massacrer par les anges, je m'en fous. Et en plus, par des anges. C'est définitivement devenu des antagonistes clichés. Encore ce concept des divinités totalitaires qui forcent l'humanité à marcher que dans une seule direction. C'était déjà le ressort scénaristique de À la croisée des mondes de Philippe Pullman. Cette trilogie de livres, elle date de 95 à 2000. Et ce n'est certainement pas le premier à avoir érigé les religions monothéistes et leur panthéon en oppresseurs de l'humanité. Mais ça a été tellement exploité depuis 20 ans. Putain, c'est bon. Trouvez autre chose. Pour moi, c'est devenu de la fainéantise scénaristique. Et je ne suis pas un défenseur des croyants et des trois grandes religions monothéistes de notre humanité. Bien au contraire. Mon commentaire ici est uniquement sur la construction du récit et des enjeux développés dans l'histoire. Putain, sérieusement, c'est encore les méchants anges qui veulent empêcher l'humanité d'évoluer. Donc voilà. En plus du récit mal construit, le dessin n'est pas bon. Si on feuillette rapidement les pages, on croit qu'il y a du boulot, parce que c'est tout noirci, alors qu'en fait pas du tout. Maintenant, avant de conclure, un petit mot sur la quatrième de couverture de Gestalt. En dessous du ou des paragraphes de résumé des événements précédents, l'éditeur français Kiun, je pense que ça vient d'eux, parce que c'est quelque chose que l'on retrouve sur toutes les couvertures des mangas qu'ils éditent, et pas spécifiquement chez d'autres éditeurs. Et du coup, je ne pense pas que ça vienne directement de l'éditeur japonais. Il y a la présence d'un petit texte analytique et promotionnel. Je comprends l'ajout d'un tel texte sur le tome 1 d'un nouveau manga, lorsque le livre a priori des défauts sur la forme. Je pense notamment au tome 1 de Shingeki no Kyojin, c'est-à-dire l'attaque des titans, qui avait bénéficié d'une campagne promotionnelle assez folle à sa sortie. Parce que pour être honnête, niveau dessin, c'était pas fou, et la valeur choc de l'histoire pour nous accrocher était en fait assez grossière. Et on s'en rend bien compte par l'évolution du dessin de l'auteur, Isayama Hajime, ainsi que par la conception beaucoup plus subtile de la suite de son récit. Donc forcément, on matraque la promo en disant « Vous allez voir, c'est trop stylé ». Bon, bien sûr, dans la promo, on dit pas « Bon, là, c'est pas foufou, mais vous allez voir, c'est trop stylé ». On dit juste « C'est trop stylé ». On avait eu une promo assez similaire pour Demon Slayer. Vous allez voir, c'est trop stylé. Ok, bah je veux bien te faire confiance, parce que sur le tome 1, le dessin, il était pas fou en l'occurrence. Il est bon, mais pas incroyable. Et le postulat de départ de l'histoire du frère qui veut protéger sa sœur contaminée, c'est une forme de récit qu'on avait déjà vu. Donc, je comprends la nécessité de rajouter de la promotion, d'en faire un peu plus, surtout quand on sait que derrière l'œuvre est vraiment bonne. En ce qui concerne l'éditeur français Kiun, ils ont fait le choix de copier-coller ce petit texte promotionnel sur toutes les quatrièmes de couverture de chaque manga. Je veux dire, le manga Valkyrie Apocalypse. Il est juste là. Donc le manga Valkyrie Apocalypse, qui a actuellement donc 19 tomes, disponible en France aux éditions Kiun. Bon bah, le petit texte promotionnel qui est sur le tome 1, on le retrouve copié-collé jusqu'au tome 19. Bah attention à ce que l'histoire ne parte pas dans une nouvelle direction, hein. En vrai, si j'étais en train de vous parler de Valkyrie Apocalypse, je pense que je ne vous aurais pas parlé de cet ajout résultant d'une décision éditoriale de Kiun. Mais il se trouve que ce petit texte promotionnel sur le manga Gestalt, je ne le trouve pas bon du tout. Je vais vous le lire.
Pour les élus, l'enfer commence. Se sacrifier ou détruire sa propre espèce. Tel est le dilemme ultime auquel ils font face. Laissez-vous emporter dans un récit de science-fiction aux allures de films hollywoodiens. Bon, déjà non, il n'y a aucune allure de film hollywoodien dans Gestalt. Je ne sais même pas ce que fondamentalement ça c'est supposé vouloir dire, allure de film hollywoodien, c'est tellement subjectif que personnellement cette expression a plutôt un effet repoussoir sur moi, et je suis bien incapable d'imaginer ce à quoi fait concrètement référence l'auteur de cette ligne. Je vais vous lire le résumé initial de la 4e de couverture. Je ne sais pas s'il s'agit d'une traduction directe du texte présent sur le livre en version originale, ou si ce résumé est lui aussi recomposé par l'éditeur français. Pour Soso Shindo, l'individualisme est un art de vivre. Amitié, fraternité, ce ne sont que des grands mots pour cacher la réalité d'un monde où règne le chacun pour soi. Les leçons de sa camarade, Hanami, adepte de l'entraide, ne changent rien à sa philosophie. Même quand un énorme compte à rebours apparaît dans le ciel, le premier réflexe du lycéen est de filmer pour faire le buzz sur Internet. C'est alors que les deux adolescents sont aspirés dans un cube géant flottant au-dessus de Tokyo. À l'intérieur, ils découvrent une véritable arche de Noé où des animaux de toutes espèces se côtoient et communiquent dans un langage commun. Parmi eux, un groupe d'humains du monde entier. Tous ont été attirés là sans savoir pourquoi et surtout par qui. Tout à coup, un étrange personnage aux allures de robot apparaît et leur annonce leur rôle. Ils vont participer à la réinitialisation de l'humanité. Hormis les créatures présentes à bord, toute vie sur Terre doit disparaître. Et maintenant, je vous redonne la première phrase du texte promotionnel. Pour les élus, l'enfer commence, se sacrifier ou détruire sa propre espèce. Tel est le dilemme ultime auquel ils font face. Donc là, Kiyun, vous venez de traduire au potentiel lecteur la question morale qui est dépendante du travail de l'auteur dans la construction de son récit. Bon, déjà, tout lecteur qui a déjà fait l'expérience de ce genre de récit, c'est déjà, en lisant le résumé initial, que c'est sur ces questions de dilemmes moraux que repose le récit. Et ensuite, si je suis un nouveau lecteur, laissez-moi le comprendre en lisant le manga. Qu'est-ce qui se passe ? Vous pensez que je suis trop con pour le comprendre par moi-même ? Ou vous pensez que c'est l'auteur qui a mal fait et mal construit son récit et son histoire ? En nous donnant l'information détruire sa propre espèce, dilemme moral, etc., vous venez de spoiler ou de divulgacher l'enjeu du premier livre de Gestalt, et aussi du second. Puisque la question de la participation active des humains présents dans cette pseudo-arche de Noé était justement une information laissée en suspens ou dans le doute dans le résumé initial. Je suis désolé. Je n'ai pas fondamentalement très envie de tacler les maisons d'édition françaises, surtout qu'en plus je trouve que Kiyun dans l'ensemble ils nous ont permis d'avoir accès à des mangas qui sont super trop cool, donc non, ça il faut que je le garde près de moi. Donc voilà. Abordons la conclusion de cette présentation en vous parlant de la conclusion de Gestalt. Entendons-nous bien, je vais vous raconter une partie des événements finaux du manga. Ok ? Spoiler. Premièrement, je déteste les flashbacks au milieu des combats. C'est acceptable si le flashback tient sur une seule page recto, pas de verso. Et si c'est pour remémorer au lecteur des informations ou des émotions qu'on a déjà eues plus tôt dans l'histoire et qui sont utiles sur la résolution du combat en cours. Si le flashback est en fait un mini-chapitre d'exposition pour nous raconter la vie tragique de l'un des protagonistes du combat, on s'en bat les couilles, ça ne nous intéresse pas. On ne casse pas le rythme d'une scène d'action et des émotions de colère et la détermination à vaincre dans la violence des protagonistes et antagonistes pour nous mettre 16 pages arrondies à l'inférieur, d'exposition dramatique pour essayer de créer un sentiment d'empathie artificielle au dernier moment du lecteur envers l'antagoniste. Pour moi, c'est vraiment le résultat d'une très mauvaise préparation et conception de récit. Si l'auteur avait autant de choses à dire à propos d'un personnage, alors il fallait construire le récit pour placer ces 16 pages avant que le combat ne commence. Dans le 3e tome de Gestalt, on a 2 scènes de flashback en plein combat. La première de 16 pages et la deuxième de 11 pages. Et je suis désolé, mais en plus ce qui nous racontait est nul. Je le pense vraiment, je trouve ça nul et bourré de clichés. Le premier flashback nous raconte comment un des anges est devenu un ange.
Mais je n'y crois pas. Il y a des dizaines et des dizaines de milliers d'êtres humains qui vivent des tragédies plus graves et qui sont animés d'un sentiment de justice plus sincère. De plus, pas de bol, mais a priori, il s'agit d'un jeune, a priori, il s'agit d'un jeune enfant français. Et étant donné l'agression que lui fait son père, c'est impossible que cette famille ait conservé la garde du gosse. En tant que lecteur français, je sais aussi qu'il s'agit donc d'une idée farfelue de l'auteur qu'il a directement posée sur le papier sans s'y inquiéter de sa crédibilité. Ce qui est un problème récurrent chez les auteurs juniors. D'où l'importance du devoir de conseil de l'éditeur, qui de toute évidence n'a pas été fait sur ce manga. Le deuxième flashback concerne le personnage de Soso. Bon, déjà, merci, le cliché du collégien harcelé et racketté au collège. Ça devient tellement un cliché scénaristique du collégien harcelé au Japon qu'on va finir par croire que tous les collèges et tous les lycées de ce pays sont dans des situations sociales pires que les pires lycées et collèges qu'on a en France, ce qui n'est pas le cas, soyons honnêtes. Et alors vous allez me dire, oui, mais pour raconter une histoire, il faut bien qu'on pose l'auteur va s'intéresser à une histoire intéressante, il va pas s'intéresser à un truc lambda. Je suis d'accord, mais là c'est quand même vraiment devenu un putain de cliché, quoi. Mais en plus, donc au-delà de faire de Soso, en fait, de lui donner un passé de gamin racketté et harcelé, bon, bah, ce qu'il nous a raconté dans ce flashback, en fait, de base, j'y crois pas non plus. Dans ce flashback, on nous raconte que Soso vivait avec son grand frère de 2 ans, son aîné, sans parents, en vivant grâce à des petits boulots. Mais ce n'est pas vrai que le grand frère de Soso l'a abandonné du jour au lendemain, en lui laissant un pathétique post-it. Je viens de rencontrer une fille, et elle est tellement plus importante que toi, que je pars et je coupe les ponts avec mon frère. Désolé, gros. N'importe quoi. C'est pas vrai. Jamais de la vie. Jamais. Ça n'existe pas, ça. Pas entre deux frères qui n'avaient rien dans la vie que eux deux. J'y crois pas. Je ne crois pas qu'un frère peut abandonner son autre frère comme ça du jour au lendemain et prendre toutes ses affaires et se casser. N'importe quoi. Voilà. Pour moi, c'est juste une histoire surdramatique de niveau lycéen. Et quand je parle de niveau lycéen, je parle de l'auteur. Ok, ça c'est le genre d'histoire qu'un adolescent écrit en essayant d'imaginer un scénario le plus dramatique possible. Mais normalement, t'as un prof de français qui va t'expliquer que c'est juste un récit immature et irréaliste. Et c'est aussi le travail d'accompagnement de l'éditeur, surtout sur un auteur aussi junior. Le combat final est juste un gloubi-boulga de dessins et de corps déformés pas très intéressant. On nous explique que en fait l'arche ne pouvait accueillir que 100 humains, et que Soso, étant le 101e, il échappe au pouvoir de contrôle de l'arche. Au tout début de l'histoire, le récit nous fait le coup de on va tuer gratuitement l'un d'entre vous pour que vous compreniez bien qu'on est sérieux et qu'il faut nous obéir. Un truc qu'on retrouve dans pas mal d'histoires de ce principe-là où on va... c'était déjà le postulat de départ qu'il y avait dans Battle Royale, souvenez-vous. Direct, il bute un ou deux enfants de la classe pour vous dire on est sérieux, vous allez en prendre plein la gueule. Bon bah, là... Donc déjà il reprend un truc qui est ressucé, revu et revu de plein d'histoires depuis 20 ans et plus. Mais en plus c'est même pas intelligent du coup. Parce que au tout début de l'histoire, donc à ce moment-là, l'Arche elle est déjà consciente que Soso n'avait rien à faire là. Pourquoi elle l'a pas tué lui? Puisqu'elle se doutait que c'était lui, que s'ils étaient 101, le 101e elle savait que c'était lui et que c'était lui qui du coup posait problème. C'est artificiel, c'est de la mauvaise écriture, du coup. C'était lui qu'il fallait tuer, pas un mec lambda. Je vais vous lire les 3 notes que Yotolingo a mises à la fin de ses tomes 1, 2 et 3. Donc, tome 1. Il a fait ça sous forme de petits dessins. La genèse de Gestalt, la découverte de Days Neo. Merci d'avoir lu le premier tome de Gestalt. Je vais vous raconter mes souvenirs de la genèse de ce manga. Genèse. Ça faisait longtemps que je voulais écrire ma propre série, mais ça ne donnait rien. Jusqu'au jour où j'ai découvert des titres amateurs sur les réseaux sociaux. Waouh, on peut écrire des histoires aussi incroyables tout seul. À chaque fois que je trouvais un autre de ces génies solitaires, j'étais encore plus jaloux. Je ne leur arriverais jamais à la cheville. Car, quand moi j'essayais, c'était échec sur échec. Seul, je ne parvenais à rien. Il me fallait un responsable éditorial pour me guider. Et puis un jour, j'ai vu des messages sur la page de quelqu'un. J'ai posté mon manga et j'ai trouvé 3 responsables éditoriaux potentiels.
J'ai pu choisir la plateforme que je veux. Maintenant, ma série est publiée. Ça m'a interloqué, alors j'ai cliqué sur le lien, et c'est comme ça que j'ai découvert le site Days Neo. Bon, alors, petit commentaire sur ce qu'il dit. Oui, c'est très bien d'être conscient qu'un éditeur ne sert pas qu'à produire un livre, mais qu'il a un rôle d'accompagnement et de conseil important. Alors, je ne connais pas la plateforme Days Neo. Par contre, je peux vous dire qu'on ne s'improvise pas responsable éditorial. C'est un vrai métier qui nécessite une véritable expertise, et comme je vous l'ai déjà montré et expliqué dans les mangas précédents, et notamment ici, quand cette expertise n'est pas mise en application, ça se voit. Tome 2. La genèse de Gestalt. 2. Ma rencontre avec mon responsable éditorial. Le jour où j'ai appris, grâce aux réseaux sociaux, l'existence du système Neo, waouh, l'auteur peut choisir son responsable éditorial, ça alors. Moi qui étais dans la situation du demandeur, il suffisait de mettre mes œuvres en ligne pour avoir l'ascendant. Ceci est une grossière exagération de la réalité, c'est lui qui le dit. C'est trop beau, j'envoie des anciens manuscrits. Par chance, un dénommé S m'a répondu. Je suis Yoto Ringo, enchanté, j'ai des champs de fleurs dans la tête. S est responsable éditorial. Tout le plaisir est pour moi. Et nous avons ensuite commencé à travailler ensemble. Sauf que je n'étais pas vraiment paré pour me lancer dans le métier. Trop lent à dessiner, manque d'organisation, mauvaise gestion des émotions dans le récit. La parution de Gestalt était encore lointaine. Donc, qu'est-ce qu'il vient nous dire dans le tome 2 ? Ok, donc il s'est rendu compte des défauts propres à sa manière de travailler. On est très en amont de la création de Gestalt. Seulement, on sait déjà que tous ces défauts sont présents et visibles dans le résultat qu'est Gestalt. Alors voyons ce qu'il dit de son travail et de son expérience sur Gestalt dans son tome 3. Là, il y a un peu plus de texte. La genèse de Gestalt, du début à la fin de la publication. Même si j'avais trouvé un responsable éditorial, grâce à Days Neo, il refusait tous les manuscrits que j'envoyais, à chaque fois pour la même raison. Le projet est faible. Quoi ? En d'autres mots, ça manquait de substance. Un jour où j'étais parti me promener pour tout repenser depuis le début, devant un passage à niveau, je suis tombé sur un homme âgé qui avait des superbes mollets musclés. Lui, il se donne des challenges, c'est sûr. J'ai décidé d'en faire le héros d'une histoire. Ça a donné un manga racontant le parcours d'un vieil homme qui tente de battre le record du 100 mètres. Ça a été mon premier one-shot, publié dans le Young Magazine. En gardant le même concept de héros qui fait quelque chose de complètement inattendu, j'ai écrit une deuxième histoire. Celle d'un garçon super égoïste qui sauve l'humanité. Responsable éditorial. Ça me plaît, partons là-dessus. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur mes premiers brouillons. Après un nombre incalculable de corrections, j'ai finalement eu le feu vert de l'éditeur. Hurrah ! Gestalt était né. J'ai préparé 7 chapitres pour avoir un peu d'avance, et la publication a commencé. Avec tout ça, je suis tranquille. Mais cette avance n'était pas suffisante. Quand est-ce que tout a disparu ? Ma conclusion, après 8 mois en flux tendu, c'est que la prépublication en hebdomadaire, c'est vraiment très dur. Postface. Merci d'avoir lu Gestalt, jusqu'à la fin. J'ai lu tous vos commentaires et vos avis. Ils m'ont donné de l'énergie tout au long de la publication. Après 8 mois de marathon, je ne vois que les défauts. Et je me dis que j'aurais dû faire comme ci ou comme ça à tel ou tel endroit. Je remercie profondément les lectrices et lecteurs qui m'ont accompagné jusqu'ici, ainsi que la rédaction du Young Magazine, et le staff qui m'a aidé dans la réalisation de ce manga. Je vais faire tout mon possible pour vous proposer encore des histoires dignes d'être lues. Yoto Ringo. Décor 3D, photo, Yoko Oshiai. Bon, pour revenir à ce qu'il dit au tout début, donc là, de son commentaire du tome 3, le projet est faible, ça manque de substance. Bon, moi je suis désolé, hein. De mon point de vue, ça veut rien dire, c'est des mots creux. Il faut pointer du doigt. Là, dans telle case, ce dessin, là, cette bulle, ce dialogue, ici, c'est pas un scénario, c'est juste une idée jetée en l'air, mais tu n'as pas d'idée concrète du déroulement des événements. Qu'est-ce que ça veut dire, le projet est faible ? Soit ton directeur éditorial est en train d'improviser son métier, il te balade là, il est en train de te balader.
Parce que soit il est en train d'improviser son métier et ne sait pas comment te conseiller avec des arguments concrets basés sur les documents que tu lui as envoyés, soit tu n'as pas réellement, de ton côté, préparé ton projet et tu lui as juste énoncé une idée en quelques lignes sur laquelle tu as vaguement de l'aspiration. Et là, oui, on peut dire que le projet est faible, mais c'est pas parce que... mais c'est parce que c'est ta manière de travailler en tant que potentiel auteur qui est insuffisante. Et de toute évidence, je suis désolé, mais Gestalt était une idée qui demandait beaucoup plus de travail préparatoire que ce que Yoto Ringo a fourni. De mon point de vue de simple lecteur à l'autre bout du monde, moi je pense que Yoto Ringo ne doit pas chercher à créer un nouveau manga. Il a besoin d'aller bosser pendant quelques années en tant qu'assistant chez un mangaka expérimenté. Il a tout à apprendre, de la conception d'une histoire, de la formalisation d'un récit, la création et les définitions des personnages. Il faut vraiment qu'il laisse de côté la palette et les templates préfaits de l'outil numérique. Pour finir, dans ma bibliothèque, Gestalt est résumé ainsi. Histoire mal conçue, personnages clichés, dessins catastrophiques, très mauvais manga, sans indulgence malgré le fait que ce soit la première œuvre de Yoto Ringo. 0 sur 20. Au début, je me suis dit, bah non, je peux pas lui mettre un 0 sur 20, je vais lui mettre 2 sur 20 ou 3 sur 20. Il y aura une tentative de bien faire. Oui, c'est vrai, il a voulu bien faire. Mais est-ce qu'il a travaillé pour bien faire? Pour moi, non. Je n'ai aucun doute sur le fait de mettre un 0 sur 20 quand l'auteur a utilisé son manga comme étant un support pour véhiculer et argumenter sur ses idées sociales et politiques, et que je suis fondamentalement et humainement en totale opposition avec ces idées. On en verra plus tard des mecs qui nous parlent un petit peu du sexe avec enfants en bas âge et des trucs comme ça, ou des trucs hyper racistes. On en verra dans des mangas. Mais là, c'est pas le cas. C'est pas la situation de Gestalt. Sauf que pour moi, bah en fait, finalement, il n'y a rien à sauver. Ou spécifiquement, il n'y a rien à encourager non plus dans ce manga. Donc, au-delà de toutes les critiques négatives, bah en plus, j'ai rien à dire en disant bah ça c'est quand même bien, donc ça faut le travailler. En fait, non. Je sauve rien du tout du manga. Et en fait, arrivé à la fin de cette présentation, bah, je suis surtout désolé pour l'éditeur français, Kiun, qui a investi de l'argent pour éditer et publier ce manga en France. Donc, vous faites ce que vous voulez. Personnellement, je ne vous suggère pas la lecture de ce manga. Mais je ne la déconseille pas non plus, parce que fondamentalement, il fait pas de mal. Mais ce n'est pas le genre d'œuvre que je conseillerais. Et si un vendeur conseiller me propose ce manga, j'imagine qu'il se base sur la couverture et son résumé, sans l'avoir lu. Ou bien, il préfère vendre n'importe quel livre sans vraiment s'inquiéter de son rôle de conseiller. Bon voilà pour Gestalt. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir.